Qui pourrait aujourd'hui dire qu'il préfère l'artificiel au naturel? Le papier peint aux fleurs, le caoutchouc aux pétales frais ou le métal flamboyant aux tiges élancées. En 1884, bien avant nos retours à la nature et en plein mouvement naturaliste, il y en a pourtant eu un, au moins. Un personnage à rebours, né d'une imagination à rebours pour qui le végétal n'avait rien du havre de paix ou de la culture joyeuse et collective, mais tout d'un monstre à la fois dangereux et paresseux. Ce personnage, c'est Jean des Esseintes et son créateur, Joris Karl Huysmans, dont le dégoût des fleurs, de leurs couleurs ou de leurs parfums inspire encore aujourd'hui les écrivains solitaires et les rockers décadents. Je voyais très bien la situation de l'étudiant pauvre qui prend Huysmans comme ami. Parce que c'est vrai que, c'est les descriptions désolantes de repas, etc. Un étudiant qui prenait tellement Huysmans comme ami qu'il décidait de lui consacrer sa vie par la suite, quoi. Et bon, c'est fascinant l'évolution de Huysmans. Un départ vraiment naturaliste, passage par ce qui reste peut-être le seul livre décadent, en fait. Enfin, À rebours? Oui, on parle décadentisme, mais bon, c'est le sommet. Et ensuite, il devient vraiment catholique. Quand je l'ai lu, pour la première fois, je me suis dit qu'il l'avait écrit pour moi. Enfin, ce qu'on se dit quand on rencontre un auteur qui vous plaît vraiment, que c'est pour moi que ça a été écrit. Bonjour Françoise Cour-Pérez. Bonjour Géraldine Mosna-Savoie. Vous êtes chercheuse au CEREDI, Centre d'études et de recherche édité, interprété et spécialiste de la littérature au XIXe siècle. On vous doit un livre sur le roman À rebours de Joris Karl Huysmans, disponible aux éditions PUF, dont nous allons parler durant toute cette émission. Alors on a entendu la voix de Michel Houellebecq et l'on est en train d'écouter une chanson du groupe anglais Baby Shambles qui s'appelle À rebours, donc véritable hommage au roman de Huysmans. Comment expliquez-vous un tel succès encore aujourd'hui de ce roman à rebours qu'on n'étudie pas forcément au lycée et pas forcément quand on fait des études de lettres d'ailleurs? Oui, on l'étudie assez peu parce que c'est un roman très difficile. Et on voit bien quand Houellebecq en parle, et il en parle assez bien ma foi, on voit bien ce en quoi Huysmans a du mal à passer quand même à l'heure actuelle, sinon par sa grande thématique. Mais après tout, c'est une thématique assez simple, celle du pessimisme, qui rejoint d'ailleurs Schopenhauer. Et bon, on y reviendra peut-être, mais en fait, quand Houellebecq dit que tout étudiant pauvre doit aimer des Esseintes, le personnage principal, parce qu'il n'y a pas vraiment de héros, de Huysmans et d'À rebours, il laisse de côté ce qui est quand même essentiel dans la décadence, c'est l'aristocratisme. C'est le raffinement. Et le pessimisme ne suffit pas à expliquer, à rendre compte de la richesse de ce roman fin de siècle ou décadent, parce que le terme décadence a été parfois noyé dans l'appellation fin de siècle, ce qui permet, si vous voulez, de relier Verlaine et Oscar Wilde pour aller vite. Donc, je crois que Houellebecq se présente comme un grand pessimiste. En ce sens, il rejoint une grande tendance de notre époque. Chez Houellebecq, on pourrait aussi dire qu'il y a chez lui un sarcasme qu'on retrouve parfois chez Huysmans et dans À rebours en particulier. Donc voilà, mon attitude serait un peu mitigée, en ce sens que... Sur la réception, vous voulez dire sur l'inspiration de Michel Houellebecq oui, elle est facile. Huysmans. Elle est facile, puisqu'on choisit le pessimisme, et avec ça, on rencontre la jeunesse actuelle. Mais À rebours va bien au-delà de cela, parce que c'est une œuvre littéraire, vraiment,
écrite dans une langue décadente, c'est-à-dire difficile, et c'est pour ça que je reviens à ce que vous disiez, qu'il est difficile de l'étudier, même en 3e année de licence, par exemple. On peut, mais c'est pas si simple. D'autant que c'est un roman statique. Alors on va essayer d'en parler malgré tout durant les minutes qui viennent. Françoise Cour-Pérez, alors on a voulu consacrer une émission à ce roman à rebours dans une semaine sur le végétal, ce qui peut paraître peut-être inattendu parce que effectivement les thèses du pessimisme, de la solitude, du raffinement, de l'art, l'influence de Schopenhauer pourraient être plus importantes que celles du végétal, mais j'avais le souvenir dans ce roman d'un grand raffinement lié aux fleurs et notamment d'une dimension monstrueuse du végétal, et je trouvais intéressant de faire entendre cette dimension morbide et monstrueuse des fleurs, c'est-à-dire que la nature dans ce roman n'est pas une nature vitaliste, n'est pas une nature paisible, réconfortante, il n'y a pas de retour à la nature, bien au contraire, on pourrait dire plutôt qu'on est dans un retour à l'artifice. Oui, absolument. Alors, il faut aussi, à la fois, on pourrait peut-être refaire une lecture un peu historique, mais pas trop quand même, parce qu'on va entrer dans de l'érudition lassante, mais ça s'oppose effectivement à tout ce qui est rousseauiste. C'est-à-dire la bonté, la nature de l'homme et la nature de la nature naturelle. Effectivement, on n'est pas dans les rêveries du promeneur solitaire, là. Il n'y a pas, du tout cette intonation-là. Non, pas du tout. Il y a même un anti-romantisme, puisque les rêveries du promeneur solitaire annoncent le romantisme. Donc, on n'est pas du tout dans cet aspect-là. Alors, on pourrait être plutôt dans une lignée de préciosité, éventuellement, mais préciosité noire, préciosité dure. Et moi, je pense que le mot que je retiendrai, c'est le mot parangon. C'est que ce livre-là, c'est le parangon de la décadence, de la fin de siècle. Je prendrais facilement l'idée d'Oscar Wilde parce que nous connaissons tous Oscar Wilde, nous voyons bien, c'est un personnage bien connu. Et parangon, c'est un mot intéressant. Et parangon a plusieurs sens. Il y a un sens de marbre noir. Et ben c'est ça, c'est un marbre noir. Ça a le sens aussi en joaillerie d'une pierre sans défaut. Et c'est ça, c'est très sec, c'est très intellectualiste à rebours, au fond. C'est l'antiphysis, comme on dit, c'est tout à fait l'antiphysis, ou si on veut, on dirait qu'à chaque page, on pense au titre à rebours. C'est à rebours de tout ce qui est vie, de tout ce qui est l'époque de l'époque, et donc c'est un rejet global de ce qui est vie et de ce qui est vivant dans une époque. Je vous propose, Françoise Cour-Pérez, qu'on entende tout de suite cette anti-vie, cette anti-fusis dont vous parliez en écoutant un premier extrait, un extrait du chapitre 2 d'À rebours, interprété par le comédien Vincent Schmitt. L'artifice paraissait à des esseintes la marque distinctive du génie de l'homme. Comme il le disait, la nature a fait son temps. Elle a définitivement lassé par la dégoûtante uniformité de ses paysages et de ses ciels l'attentive patience des raffinés. Au fond, quelle platitude de spécialiste confiné dans sa partie, quelle petitesse de boutiquière tenant tel article à l'exclusion de tout autre, quel monotone magasin de prairies et d'arbres, quelle banale agence de montagnes et de mers. Il n'est d'ailleurs aucune de ces inventions réputées si subtiles ou si grandioses que le génie humain ne puisse créer. Aucune forêt de Fontainebleau, aucun clair de lune que des décors inondés de jets électriques ne produisent, aucune cascade que l'hydraulique n'imite à s'y méprendre, aucun roc que le carton-pâte ne s'assimile, aucune fleur que de spécieux taffetas et de délicats papiers peints n'égale. À n'en pas douter, cette sempiternelle radoteuse a maintenant usé la débonnaire admiration des vrais artistes, et le moment est venu où il s'agit de la remplacer, autant que faire se pourra, par l'artifice. Et puis, à bien discerner celle de ses œuvres considérées comme la plus exquise, celle de ses créations dont la beauté est, de l'avis de tous, la plus originale et la plus parfaite, la femme. Est-ce que l'homme n'a pas, de son côté, fabriqué à lui tout seul
un être animé et factice qui la vaut amplement au point de vue de la beauté plastique? Est-ce qu'il existe ici-bas un être conçu dans les joies d'une fornication et sorti des douleurs d'une matrice dont le modèle, dont le type soit plus éblouissant, plus splendide que celui de ces 2 locomotives adoptées sur la ligne de chemin de fer du Nord? Françoise Courpérès, on vient d'entendre pour le coup vraiment cette dimension anti-nature, puisque une des premières phrases qu'on entend, c'est « la nature a fait son temps ». C'est une sacrée phrase, si je puis dire. Comment dire que la nature a fait son temps? Comment on peut dire que la nature a fini, qu'on est arrivé peut-être à la fin de la nature? Eh bien, c'est l'idée que, un peu paradoxale, mais il y a beaucoup de paradoxes dans le décadentisme, c'est l'idée un peu paradoxale que quelque chose est fini, mais qu'il faut trouver autre chose. C'est à la fois destructeur et profondément pessimiste, la décadence, et en même temps, justement, au niveau de l'art, c'est une recherche de quelque chose de nouveau. Donc, dans artifice, il faut surtout comprendre le mot art aussi. Le mot art est contenu dans artifice. Alors, je voudrais mettre en garde contre ce terme qui revient à 2 reprises, me semble-t-il, oui, c'est le génie de l'homme. Il faut faire très attention ici, parce que Huysmans, pas plus que les décadents, ne croit au génie de l'homme. Donc il faut en rabattre un peu. Il y a peut-être là une petite marque d'ironie, en tout cas qu'on ne sent pas encore ici, mais qui va arriver. Nous avons aussi un terme ironique, d'une certaine manière, c'est la femme. Oui. Parce que la femme, en fait, c'est la grande horreur des décadents. En cela, on retrouve des intonations qu'on pouvait trouver chez Baudelaire, qui est aussi, on imagine, une inspiration de Huysmans. Alors, vous avez raison, Baudelaire est au cœur du livre d'Arrebourg. Baudelaire récuse la beauté naturelle de la femme. Vous connaissez peut-être sa phrase célèbre, la femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. Et Baudelaire écrit un article qui est l'éloge du maquillage dans Le peintre de la vie moderne, c'est en 1863, où il considère que l'homme doit s'élever au-delà de la nature et que la femme doit se dorer pour être adorée et qu'elle doit emprunter tous les arts, tous les moyens, donc le maquillage, pour s'élever au-dessus de la nature. Donc il considère que lui, artiste philosophe, et je trouve que le terme est bien choisi, Baudelaire se considère comme un artiste philosophe. Il y a quand même une pensée, culture anti-nature chez Baudelaire, qui trouve la légitimation du maquillage pour la femme, qui n'est pas concevable comme une beauté nue, par exemple. On lui mettra un gros collier de perles pour qu'elle soit érotique, disons. Et plus largement, il écrit « Qui oserait assigner à l'art la fonction stérile d'imiter la nature ?» On voit que la nature est totalement rejetée. Mais pourquoi elle est rejetée, la nature? Qu'est-ce qui est finalement aussi laid que ça dans la nature? Et puis d'ailleurs, comment on peut dire que la nature a fait son temps, ou vouloir y mettre fin, ou vouloir s'en éloigner? Parce qu'il faut quand même revenir sur l'intrigue, même s'il n'y a pas d'intrigue dans ce roman à rebours. C'est quand même l'histoire donc de Jean des Esseintes qui décide de s'auto-confiner, si je puis dire, dans une très belle demeure et de consacrer son temps à se faire un très bel intérieur. Donc on y a des chapitres sur l'aménagement, l'ameublement, les parfums, son goût pour la littérature, et donc un chapitre sur les fleurs. Et on pourrait en venir à se poser cette question: pourquoi vouloir fuir le monde, mais aussi fuir la nature, et jusqu'où est possible ce rejet de la nature? Alors je pense que la raison en est que le décadent se veut une race finissante et qu'il a donc horreur, comme Schopenhauer, de la procréation, de la reproduction. Donc, d'ailleurs, juste avant, je n'ai pas suffisamment parlé, et vous le faites bien, vous avez tout à fait raison, de cette espèce de catalogue de chapitres, qui sont un catalogue de procédés d'aménagement
avec des parfums, des pierres précieuses, certains auteurs aussi. Ce sont des choix, constamment, qui éliminent tout ce qu'il y a de vulgaire. On reste en fait toujours dans la recherche d'un raffinement qui est aussi, parce que, et là le terme est quand même plus important, d'une quintessence. Et tout ce qui est procréation est répugnant au fond. La femme est répugnante parce qu'elle procrée en grande partie. Et l'assimilation de la femme à la fleur, en fait, fait mieux comprendre le rejet de la fleur. Et pourtant, vous avez raison, quand on lit à rebours, il est question de fleurs très souvent. Et le premier chapitre, par exemple, se clôt par 3, c'est l'aménagement de son cabinet de lecture, en gros. Et dans ce cabinet de lecture, il expose 3 poèmes de Baudelaire. Et dans ces 3 poèmes, je les ai relus, il est question de fleurs. Mais de quelles fleurs ? Dans La mort des amants, on voit de divans profonds comme des tombeaux, d'accord ? Et d'étranges fleurs sur des étagères. Vous voyez, les fleurs sont déjà étranges, en fait. Dans l'ennemi c'est le temps, c'est un sonnet, on voit l'idée qu'il faut des fleurs nouvelles. C'est métaphorique aussi. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve, ces fleurs nouvelles que rêve des Esseintes, c'est son appartement, cette maison, trouveront sur ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Et plus encore, dans le 3e poème, qui est un poème en prose, Anywhere Out of the World, le poète parle à son âme, qui veut partir, et lui propose de partir à Lisbonne en lui disant il doit y faire chaud, on dit que cette ville est bâtie en marbre, et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. C'est un paysage à ton goût, toujours à son âme, un paysage fait avec la lumière et le minéral. Donc on voit déjà que la fleur est convoquée pour être détournée de sa fonction habituelle. Et pourquoi un tel rejet de la nature ? Je vous ai déjà posé la question, Françoise Cour-Pérez, mais finalement, on a parlé de l'inspiration ou de l'influence d'Arthur Schopenhauer qui, à la nature, préférait l'art, le raffinement, la contemplation, une manière de représenter le monde plutôt que d'être dans une célébration de la nature. Mais il y avait une philosophie qui sous-tendait cette pensée d'Arthur Schopenhauer. Alors que Huysmans, quelle est la philosophie qui peut-être sous-tend en fait ce rejet de la nature ? En quoi la nature peut-elle être corruptrice, mauvaise, dangereuse, morbide ? Finalement, qu'est-ce qu'il s'agit de critiquer et à quoi s'agit-il de tourner le dos dans la nature ? Alors là, je crois qu'il faut retourner à Baudelaire. C'est Baudelaire qui le dit nettement, c'est que la nature est mauvaise. Mais pourquoi ? Alors, voici ce qu'il dit. C'est l'anti-rousseauisme dont je vous parlais tout à l'heure. Baudelaire dit que la nature, c'est elle qui pousse l'homme à tuer son semblable, à le manger, à le séquestrer, à le torturer. Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul. Le crime est originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle. Et il explique, puisqu'il a fallu dans tous les temps, chez toutes les nations, des dieux et des prophètes pour enseigner à l'humanité animalisée, cette vertu. Le mal se fait sans effort, naturellement. Le bien est toujours le produit de l'art. Donc vous voyez que là, il y a un soubassement, en fait, philosophique. Et ce que Huysmans aime chez Schopenhauer, c'est que la nature, c'est un piège, puisqu'elle pousse à procréer, elle est mauvaise. Donc, c'est ce qui lui plaît. Un pessimisme radical, et Des Esseintes est pris dans ce pessimisme radical, également par dandysme, parce que le décadent, c'est aussi un dandy. Et là, je renvoie aux travaux de Guy Ducret, qui a fait récemment un bel article pour montrer que le décadent est un dandy. Il y a un lien direct entre dandysme et décadentisme. C'est donc un aristocrate qui s'oppose, alors si vous voulez, on peut en venir aussi au courant de l'époque philosophique et pas seulement, et littéraire, au naturalisme, par exemple à Zola.
Oui, d'autant que Huysmans était d'abord un naturaliste. Il était très proche de Zola et il a même Absolument. écrit un manifeste de naturalisme en 1877. Oui, absolument. Huysmans était très proche de Zola. Il l'a beaucoup aimé. Il continue à le considérer comme un grand, disons, écrivain, disons comme un écrivain puissant. Hein. Il parle de lui dans la préface à rebours qu'il a faite 20 ans après, en 1891. Il parle de lui. Alors, il faut dire que beaucoup d'adeptes de Zola et d'amis de Zola et d'élèves, de disciples de Zola, se sont détournés de lui lorsqu'il a publié La Terre. Dans La Terre, on voit, et justement ça renvoie encore à la procréation, on voit une vache vélée avec force détail. Et ils ont été particulièrement dégoûtés et ils sont partis. Donc Zola, j'allais dire, c'est la nature. Et Zola a écrit un roman qui aurait très bien pu figurer dans votre émission, dans la série de vos émissions. C'est La faute de l'abbé Mouret, qui est vraiment l'inverse d'À rebours. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'aussi belle description de fleurs, de merveilleuses fleurs, de profusion de fleurs vivantes, que celle qu'on voit dans ce jardin merveilleux qui s'appelle le Paradou, où le jeune abbé, Serge Mouret, va retrouver une jeune fille qui va lui apprendre la vie et l'amour. Alors effectivement, j'ai sous les yeux un extrait de La faute de l'abbé Mouret, donc un roman de 1875 d'Émile Zola. Absolument. Et effectivement, un passage de description sur les rosiers fleurissaient. Oui. Ils étaient grimpants, les grands rosiers à pluie de fleurs blanches, habillés toutes ces roses, toutes ces chairs, de la dentelle de leurs grappes, de l'innocence de leurs mousselines légères, tandis que ça et là, des roses lits de vin, presque noires, saignantes, trouaient cette pureté d'épousée d'une blessure de passion. Alors ce qu'on peut quand même se dire aussi, c'est que des textes de cette nature-là chez Zola, c'est pas forcément ce qu'on trouve tout le temps et ce à quoi on pense en premier. C'est-à-dire qu'on peut penser plutôt à l'Assommoir, à Germinal, à Nana. Oui. Et c'est d'ailleurs très étonnant parce que ce mouvement naturaliste n'est pas tant une description, une célébration de la nature comme on vient de l'entendre dans ces lignes que j'ai lues de La faute de l'abbé Mouret, mais c'est aussi en fait un style très documenté, une manière d'écrire très fouillée, très précise, mais qui ne célèbre pas du tout la nature telle qu'elle. C'est-à-dire que la nature telle qu'elle, c'est aussi l'hérédité, c'est aussi les tares qui se transmettent de génération en génération. Le fil rouge, un des fils rouges, c'est quand même l'alcoolisme dans les Rougon-Macquart. Donc, quand même, on peut se demander pourquoi finalement Huysmans en est venu à tourner le dos au naturalisme de Zola alors que la nature n'y était pas du tout chérie. Alors, il l'explique très bien. À propos du texte que vous venez de lire, il n'est qu'un petit passage d'une très longue description de plusieurs pages. Et je voudrais m'arrêter, si vous le permettez, sur l'idée de la rose, parce que ce passage-là, si Huysmans l'avait lu, il se serait amusé. Parce que la rose, c'est vraiment la fleur détestée par les décadents. Et la rose, c'est la fleur romantique qui commence déjà à se faner, j'allais dire. On commence à voir moins de roses. La rose, elle est utilisée au XIXe siècle. On voit son dépérissement dans la littérature. Et dans la littérature décadente, nous allons avoir des fleurs qui ne sont pas seulement les fleurs que nous allons voir dans le 8e chapitre qui nous intéresse ici, mais qui sont des vraies fleurs décadentes. Le décadent aime des fleurs qui sont des fleurs bijoux. Il n'aime pas la fleur, il n'aime pas la fleur, la rose, parce que la rose, d'abord, elle est rose. Et donc, ce rose, cette couleur-là, c'est vraiment du passé. Ce rose, c'est le rose des libertins du XVIIIe siècle, disons. Donc, ça n'est plus intéressant. Donc, ce que veulent les décadents, ce sont des fleurs solides, des fleurs qui n'ont pas cette fatigue rapide, ce côté éphémère de la rose. Des fleurs qui tiennent, des camélias. Pensons à la Dame aux camélias de 1848. Ils aiment des camélias, ils aiment surtout les orchidées, ils aiment des fleurs, disons, délicates et aussi des fleurs qui peuvent être fanées. Par exemple, Oscar Wilde, en guise de boutonnière, portait un lys fané.
Et là, j'en viens à cette notion qui explique bien pourquoi on déteste la nature. C'est que, vous avez raison en parlant de vitalisme, hein, on veut que ce soit fané. On veut mourir dans la décadence, mais on veut se sentir mourir plus qu'on ne veut mourir vraiment. Il y a une sorte de vitalisme du morbide. Eh bien, il échoue quand même toujours. Par exemple, la monstruosité des fleurs ne va servir à rien à des esseintes. Il va s'enfoncer de plus en plus dans sa névrose. Et quand vous parliez de Zola, Zola a une œuvre très vaste. À la fin de sa vie, par exemple, il écrit La joie de vivre. Ben, la joie de vivre, c'est un roman sur la névrose. Et la névrose, c'est un thème décadent. Vous voyez, comme tout est beaucoup plus complexe, en fait, qu'on ne croit. Les écrivains subissent les multiples courants de pensée de leur temps. Je vous propose, Françoise Cour-Pérez, qu'on écoute justement ce texte où il est question d'orchidées et où Des Esseintes trace une forme de sociologie des fleurs. Des Esseintes avait toujours raffolé des fleurs, mais cette passion, qui pendant ses séjours à Jutigny s'était tout d'abord étendue à la fleur, sans distinction ni d'espèce ni de genre, avait fini par s'épurer, par se préciser sur une seule caste. Depuis longtemps déjà, il méprisait la vulgaire plante qui s'épanouit sur les éventaires des marchés parisiens, dans des pots mouillés, sous de vertes bannes ou sous de rougeâtres parasols. En même temps que ses goûts littéraires, que ses préoccupations d'art s'étaient affinées, ne s'attachant plus qu'aux œuvres triées à l'étamine, distillées par des cerveaux tourmentés et subtils, en même temps aussi que sa lassitude des idées répandues s'était affirmée, son affection pour les fleurs s'était dégagée de tout résidu, de toute lie, s'était clarifiée en quelque sorte, rectifiée. Il assimilait volontiers le magasin d'un horticulteur à un microcosme où étaient représentées toutes les catégories de la société. Les fleurs pauvres et canailles, les fleurs de bouge, qui ne sont dans leur vrai milieu que lorsqu'elles reposent sur des rebords de mansarde, les racines tassées dans des boîtes au lait et de vieilles terrines, les giroflées par exemple. Les fleurs prétentieuses, convenues, bêtes, dont la place est seulement dans des cache-pots de porcelaine peints par des jeunes filles, telles que la rose. Enfin, les fleurs de haute lignée, telles que les orchidées, délicates et charmantes, palpitantes et frileuses, les fleurs exotiques exilées à Paris, au chaud dans des palais de verre, les princesses du règne végétal, vivant à l'écart, n'ayant plus rien de commun avec les plantes de la rue et les fleurs bourgeoises. Ulysse, donne-nous le la. Parmi les gazelles d'or dans ses voiles, le soleil est encore endormi et les fleurs entr'ouvrent leur corolle. Le matin de mai fleurit, le narcisse ébouriffé se délace, la violette a moins de modestie, le police et sa voisine s'embrassent, le matin de mai fleurit. Des fleurs pauvres et canailles aux fleurs d'Alice au pays des merveilles. C'est le programme du jour dans les chemins de la philosophie. Vous écoutez France Culture et aujourd'hui nous parlons du roman À rebours de Huysmans en compagnie de Françoise Cour-Pérez. Françoise Cour-Pérez, on vient d'entendre un extrait du fameux chapitre 8 d'À rebours. C'est le chapitre des fleurs. Ce texte a été interprété par le comédien Vincent Schmitt et ce qui est particulièrement frappant dans ce texte, c'est la manière dont Des Esseintes va déterminer une sociologie des fleurs, c'est-à-dire qu'il y a les fleurs pauvres et canailles, les fleurs de bouge, les racines tassées, les fleurs prétentieuses, les fleurs de haute lignée, les fleurs exotiques et les princesses du règne végétal. Et on retrouve bien là l'influence du naturalisme et cette acuité pour une forme de sociologie, effectivement, du règne végétal. Donc effectivement, il me semble que cette sociologie lui vient de Zola, c'est un reste de son compagnonnage avec Zola. Peut-être avez-vous perçu les fleurs qu'il détestait le
plus parmi les deux catégories, qui sont les fleurs prétentieuses, convenues, bêtes, etc., avec les jeunes filles qui s'occupent de roses. Oui, puis la lecture de Vincent Schmitt rendait bien ce côté bête de la fleur. Oui, absolument, parce que vous avez dans la décadence, ou le fin de siècle si vous voulez, vous avez la haine de la bourgeoisie. En fait, une grande partie du 19e siècle, en tout cas littéraire et artistique, se comprend par l'opposition entre l'artiste d'un côté et le bourgeois de l'autre. L'artiste est le bourgeois. Le bourgeois ne comprend rien à l'art. Parfois, on arrive à lui vendre des tableaux ou de la littérature, mais en fait, il est vraiment le monsieur Prudhomme ridicule, prétentieux et sans esprit. Tout le contraire de l'artiste. Donc effectivement, vous voyez aussi dans les fleurs qu'aime l'artiste, l'aristocratisme. Ce sont des fleurs de haute lignée, des princesses, comme vous l'avez bien dit. Du règne végétal. Donc elles n'ont rien de commun, elles sont à l'écart, on les retire des autres fleurs. Et c'est ça, ce mouvement qu'on voit dans À rebours, et qui plaît tant quand même aux lecteurs d'À rebours, c'est cet aspect d'élitisme en fait. On choisit ce qui ravit l'esprit le plus haut, et on laisse le vulgaire en fait. C'est la haine du vulgaire en fait, À rebours. Et À rebours propose à ses lecteurs un choix de pierreries, de parfums, de créations comme l'orgue à bouche, aussi de perversion, il faut dire. Un choix très délicat, très assumé, très pervers aussi d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est cette identification de l'humain au végétal. Finalement, en reproduisant une sociologie du végétal, il identifie humain et végétal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les humains et de l'autre la nature, les plantes, les fleurs, le végétal. Les deux sont fondus pour être, effectivement, on retrouve des schémas, des classes, des hiérarchies, mais il y a encore, on va dire, une forme d'aristocratisme qui permet de sauver certaines fleurs comme certains hommes très raffinés pourraient être sauvés. Mais la suite du roman nous montre que dans le végétal et peut-être dans l'homme, rien de bon n'est à garder. Oui, et je pense que d'une certaine manière, À rebours, c'est aussi le livre qui va le plus loin possible. C'est-à-dire qu'après À rebours, qui donc paraît en 1884, et jusqu'à la fin de la fin de siècle ou de la décadence, qui irait, disons, jusqu'au début de la guerre 14, on ne verra à aucun moment une telle exacerbation de l'antinature, et c'est presque, le chapitre 8 des fleurs est presque expérimental en ce sens, c'est-à-dire on ne peut pas aller plus loin. Pourtant, il y aura des fleurs, plus tard, chez Jean Lorrain par exemple, qui seront des fleurs réellement vénéneuses. C'est-à-dire, par exemple, un peintre, dans Monsieur de Phocas, c'est un grand roman de Jean Lorrain, un peintre fait poser de très belles femmes aristocrates, etc. Et il met des fleurs autour d'elles, mais ces fleurs vont les empoisonner et leur donner la phtisie, enfin la tuberculose, la maladie du siècle, en fait, et elles vont mourir. Donc il y a des fleurs vénéneuses, et là ça nous renvoie après tout à Baudelaire, les fleurs du mal. Qu'est-ce que c'est que les fleurs du mal ? Ce sont tous les vices, tout ce qui n'est pas la vertu, au fond tout ce qui est au fond de l'humain, et qu'on voit ici. Donc les fleurs de Huysmans sont les pires, si on peut dire. Eh bien, je vous propose, Françoise Courpérez, qu'on entende tout de suite un autre extrait de ce chapitre 8, cet extrait justement où les fleurs ne sont même plus, il ne reste même pas quelques fleurs à sauver, quelques fleurs princesses et aristocratiques. Vraiment, les fleurs sont monstrueuses, dangereuses. C'est un extrait toujours lu par notre comédien Vincent Schmitt. Les jardiniers descendirent de leur carriole une collection de caladiums qui appuyaient sur des tiges turgides et velues d'énormes feuilles de la forme d'un cœur. Tout en conservant entre eux un air de parenté, aucun ne se répétait. Il y en avait d'extraordinaires, des rosâtres tels que le virginal qui semblait découpé dans de la toile vernie, dans du taffetas gommé d'Angleterre, de tout blanc, tels que l'albane qui paraissait taillée dans la plèvre transparente d'un bœuf, dans la vessie diaphane d'un porc. Quelques-uns,
surtout le Madame Mam, imitait le zinc, parodiait des morceaux de métal estampés, teints en vert empereur, salis par des gouttes de peinture à l'huile, par des taches de minium et de céruse. Ceux-ci, comme le Bosphore, donnaient l'illusion d'un calicot empesé, caillouté de cramoisie et de vert myrte. Ceux-là, comme l'aurore boréale, étalait une feuille couleur de viande crue, striée de côtes pourpres, de fibrilles violacées, une feuille tuméfiée suant le vin bleu et le sang. Les jardiniers apportèrent encore de nouvelles variétés. Elles affectaient cette fois une apparence de peau factice sillonnée de fausses veines. Et la plupart, comme rongées par des syphilis et des lèpres, tendaient des chairs livides, marbrées de roséoles, damassées de dartres. D'autres avaient le ton rose vif des cicatrices qui se ferment, ou la teinte brune des croûtes qui se forment. D'autres étaient bouillonnés par des cautères, soulevés par des brûlures. D'autres encore montraient des épidermes poilus, creusés par des ulcères et repoussés par des chancres. Quelques-unes, enfin, paraissaient couvertes de pansements, plaquées d'axonges noirs mercuriels, d'onguents verts de belladone, piqués de grains de poussière par les micas jaunes de la poudre d'iodoforme. Quel texte, Françoise Courpérès, interprété par le comédien Vincent Schmitt. Alors, j'avoue que ce texte est vraiment oppressant. On n'a pas encore vraiment parlé du style de Huysmans, mais cette profusion d'adjectifs, cette profusion de descriptions, de maladies, de croûtes, de cicatrices, de brûlures, d'ulcères, de chancres, d'épidermes poilus, de pansements, peut très vite donner la nausée, et on trouve là vraiment quelque chose, on va dire peut-être une sorte de paroxysme de la morbidité du végétal. Oui, absolument. Le terme paroxysme est vraiment ce qui convient ici. Vous avez raison, et vous avez raison aussi tout à fait sur le style. Par exemple, quelques lignes avant l'ouverture du chapitre 8, Des Esseintes ne peut plus s'énerver sur le délicieux sortilège de l'épithète rare qui, tout en demeurant précise, ouvre cependant à l'imagination des initiés des au-delà sans fin. Vous voyez en fait que on glisse de ce goût de l'épithète à la fleur, et c'est cette épithète, en fait, cette écriture d'épithète. L'épithète et l'adverbe sont ce qui s'oppose au verbe et à l'action et au nom, en fait. C'est vraiment la littérature dans sa quintessence. Alors, je crois que dans ce texte, on peut percevoir aussi ce qui est à rebours, ce qui est l'antithèse. On le voit continuellement. Les noms sont des beaux noms de plantes. Oui. Le virginal. Mais le virginal, il est immédiatement détruit par le rosâtre. Le suffixe âtre est vraiment peu aimable. L'albane, c'est le blanc. Eh bien, il ressemble à de la plèvre. Plèvre d'un bœuf. Oui. Le Madame Mam, ici, il y a une petite pique contre un imprimeur qui s'appelait de ce nom-là à peu près, et il devient sali. C'est l'aurore boréale qui est peut-être le plus intéressant, parce que là, on a une véritable antithèse. L'aurore boréale, quel beau nom, eh bien, c'est de la viande crue. Donc, on a une jubilation chez Huysmans de la destruction. C'est aussi un texte de la destruction. Huysmans, à rebours. Et à rebours adore, par exemple, on a 2 pages dans à rebours qui nous montrent l'invasion des barbares en Occident. Oui. Les Gauls, les Visigoths, etc. Ce sont des pages extraordinaires. Il a un goût du carnage très affiché, et
ce sont parmi ses plus belles réussites. Ce qui est intéressant, c'est ce que tout à l'heure, Françoise Courpeyras, vous avez employé ce terme de se sentir mourir, du plaisir à se sentir mourir, comme s'il y avait une forme de vitalité chez les décadents à explorer ces derniers instants de vitalité. Là, les fleurs et le règne végétal, à cet égard, sont vraiment frappants parce qu'il n'y a rien de plus probant qu'une fleur qui éclot et qui se fane parfois en quelques jours. Mais il y a aussi dans ce texte une manière de jouir de la nature qui se détruit, qui se décompose, mais qui aussi en fait est peut-être construite par nos imaginaires. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait des fleurs, du végétal, des lieux de vie, de paix à la manière d'un Jean-Jacques Rousseau, c'est aussi une image de la nature. C'est quelque chose de complètement représenté. Or, on pourrait tout à fait penser que les décadents sont peut-être plutôt du côté de la vérité de la représentation du végétal et des fleurs, en y voyant en fait cette sorte d'éphémère de la vitalité qui est vouée à se détruire très rapidement. Oui, je pense que c'est un peu complexe, mais vous avez tout à fait raison. Il y a une jouissance de l'agonie, de se sentir mourir, et en même temps une délectation. Et dans la délectation, on peut voir un reste d'énergie. Donc, c'est mourir à la limite le plus doucement possible, en détruisant le plus possible autour de soi, d'ailleurs, et en montrant que tout ce qui est vivant, ça n'en vaut pas la peine. Donc, on a cette volonté d'en finir, je dirais, aux deux sens de la formule. Je vais en finir doucement avec moi-même et je vais en finir avec ce passé qui nous encombre, qui en fait pourrait s'appeler le positivisme, l'argent, le bourgeois, l'époque, parce que quand même on est une époque triomphante au niveau industriel en France, donc il y a une volonté de rejet de cela, d'en montrer la petitesse, le vulgaire au fond. Donc voilà. Quand j'entends ce texte, Françoise Courpeyras, je ne sais pas si ça vous fait le même effet à vous, mais il y a une sorte de dégoût vraiment à lire ce texte, à l'entendre, mais aussi une forme de plaisir. Je crois que j'ai rarement autant aimé un texte où il y avait le mot croûte. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très esthétique quand on parle de fibrilles violacées, de feuilles tuméfiées, de chancre. Franchement, c'est dégoûtant et en même temps, c'est jouissif et esthétique. Absolument. Je crois qu'il faudrait là revenir à ce poème très connu de Baudelaire que parfois les garçons lisent aux filles pour leur effrayer dans les lycées, qui s'appelle Une charogne. Et c'est la beauté de l'horreur, une charogne. Et vous avez dans Une charogne de Baudelaire un cynisme et un sadisme qu'on retrouve dans ce texte et ailleurs chez Huysmans. Le poète s'adresse à sa maîtresse. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, etc. Donc, on a dans le texte décadent du sadisme. Le sadisme, c'est aussi une des veines du décadentisme. Donc, on a un sadisme, et le sadisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la jouissance dans la destruction. Et vous avez raison, c'est sublimé ici par l'écriture, par l'esthétique, avec cette beauté des noms propres. Ça commence avec Victor Hugo, ça déjà. Oui. Il y a une poésie du nom propre chez Hugo. Et ici, on le retrouve, mais dès que la poésie du nom propre est posée, alors, immédiatement, c'est détruit par un adjectif ou par une couleur. Vous savez, le vert est la couleur maléfique chez Baudelaire, où c'est resté en France pendant très longtemps une couleur maléfique, le vert. Mais la couleur verte. Mais le mot essentiel de ce passage, c'est le mot syphilis. Et j'hésite à aller sur ce terrain parce que c'est un terrain très osé. Allez-y. Mais bon, si vous m'y autorisez, la fin de ce chapitre, c'est quand même un rêve où la grande fleur apparaît et un cauchemar. La grande fleur, c'est la syphilis. Et la syphilis, le rêveur termine son rêve et il se réveille
comme ça, elle introduit le rêveur dans son sexe édenté. Donc on a là une image d'un fantasme, somme toute bien connu des psychanalystes, mais vous voyez ici qu'il y a l'horreur du sexe en fait, du sexe féminin plus que du sexe masculin, mais enfin les Styges, Turgide et d'autres passages de cette description de Fleur montrent en fait que l'horreur le plus dégradant au fond, c'est le sexe, c'est la chair crue, mais c'est aussi le sexe. Et d'ailleurs, la sexualité est récusée chez les décadents. C'est-à-dire que dans la nature, dans cette condamnation de la nature, dans ce rejet de la nature, on trouve tout à la fois les humains, la sexualité, les femmes en particulier, et tout cela est symbolisé par une profusion de fleurs plus ou moins inquiétantes. Et effectivement, ce sont les fleurs qui vont causer aussi une forme d'oppression de Jean des Esseintes, du protagoniste. Mais finalement, les fleurs ne sont que le symbole, la porte d'entrée de ce rejet global de la nature, dont la sexualité. Oui, absolument. Je dirais que c'est un passage, ce chapitre sur les fleurs, qui est le chapitre 8, est au cœur du roman, puisqu'il y a 16 chapitres, et c'est le 8, c'est le 8e. Et au fond, c'est peut-être le plus important, parce qu'il est précédé par la lecture de Schopenhauer et par les débuts d'une névrose qui commence à être douloureuse pour un corps qui s'abîme, avec des flatulences quand même. Donc ici, il y a une ironie aussi sur le corps du personnage principal. Et ça se termine aussi par un échec total. C'est-à-dire que le chapitre 9 montre que ça n'a rien fait et la névrose reprend de plus belle. Donc son corps va être détruit. En fait, c'est une image de Guy Ducret, le dandy ou le décadent, c'est la fleur, il est lui-même la fleur d'une fin de siècle, si vous voulez. Au fond, l'artiste, pour Baudelaire, serait pris entre deux mensonges. Il faudrait qu'il choisisse entre deux mensonges. Le mensonge envers la nature et le mensonge envers lui-même, artiste. Alors la réponse pour Baudelaire est simple. On peut mentir à la nature, mais on ne doit pas se mentir à soi-même. Ces plantes sont tout de même stupéfiantes, se dit des Esseintes. Puis il se recula et en couvrit d'un coup d'œil l'amas. Son but était atteint. Aucune ne semblait réelle. L'étoffe, le papier, la porcelaine, le métal paraissaient avoir été prêtés par l'homme à la nature pour lui permettre de créer ces monstres. Quand elle n'avait pu imiter l'œuvre humaine, elle avait été réduite à recopier les membranes intérieures des animaux, à emprunter les vivaces teintes de leurs chairs en pourriture, les magnifiques hideurs de leurs gangrènes. Il est vrai, poursuivit des Esseintes, que la plupart du temps, la nature est à elle seule incapable de procréer des espèces aussi malsaines et aussi perverses. Elle fournit la matière première, le germe et le sol, la matrice nourricière et les éléments de la plante que l'homme élève, modèle, peint, sculpte ensuite à sa guise. Si entêtée, si confuse, si bornée qu'elle soit, elle s'est enfin soumise, et son maître est parvenu à changer par des réactions chimiques les substances de la terre, à user de combinaisons longuement mûries, de croisements lentement apprêtés, à se servir de savantes boutures, de méthodiques greffes, et il lui fait maintenant pousser des fleurs de couleurs différentes sur la même branche, invente pour elle de nouveaux tons, modifie à son gré la forme séculaire de ses plantes, débrutit les blocs, termine les ébauches, les marques de son étampe, leur imprime son cachet d'art. Il n'y a pas à dire, fit-il, résumant ses réflexions. L'homme peut en quelques années amener une sélection que la paresseuse nature ne peut jamais produire qu'après des siècles. Décidément, par le temps qui court, les horticulteurs sont les seuls et les vrais artistes.
On a entendu Françoise Cour-Pérez, la voix du poète Max-Paul Fouché, c'était dans une archive de 1967. Puis on a entendu un dernier extrait du fameux chapitre 8 de À rebours de Huysmans, ce fameux chapitre des fleurs, où là il est très intéressant d'entendre en fait le mouvement qui se produit dans ce roman, à savoir un rejet de la nature pour l'artifice, puis finalement la volonté même, non pas de rejeter la nature, mais de la dénaturer en fait, qu'elle singe au mieux l'artificiel et que ce qu'il y a de plus artificiel dans la nature soit même, on va dire, sublimé. Oui, je pense que le verbe dénaturer que vous avez utilisé est tout à fait parfait et très pertinent. Il y a une volonté de détourner, en fait. Je pensais aussi à séduire le lecteur, séduquer, faire sortir de son chemin. Hein. On fait sortir la nature de son chemin, on la pervertit au fond, et il y a beaucoup de plaisir à ce goût de la perversion. Alors évidemment, quiconque a un jardin va peut-être être choqué par le terme de paresseuse nature. Nous voyons peu une paresseuse nature, hein. Elle est plutôt très active. Vivace. Oui, plutôt active, mais peut-être que le terme important, c'est le cachet d'art. L'important pour l'artiste, c'est d'imposer un cachet d'art, en fait, à ce qui pourrait être une représentation de la nature, mais vous avez également raison, hein. Tout est représentation, en fait, dans ce livre. Hein. Dans la décadence, tout est représentation. Le dandy, comme le décadent, sont des représentations. Les fleurs, le lys fané est une représentation d'une aristocratie qui finit et d'une jouissance de se voir agoniser. Donc, effectivement, on avait dans le texte précédent une espèce de goût de la monstruosité, de déclinaison, d'une tératologie, d'une science de la monstruosité, avec une dégradation vers l'animal, au fond, hein, les organes des animaux, mais la façon de corriger la nature et de la tordre au fond pour je dirais pas la museler, pour en faire autre chose et pour parvenir à en tirer de la beauté en la dénaturant. C'est ce que fait Baudelaire dans Une charogne. Il montre la beauté de la pourriture. Eh bien, Huysmans fait ça dans cette page. Il montre la beauté d'une monstruosité. Donc, je crois que oui, dénaturer, certainement. La dénaturation de la nature, oui, c'est ce dont il s'agit. Merci beaucoup Françoise Cour-Pérez, on va se quitter avec ces mots. Je vous remercie de nous avoir parlé des fleurs dans le roman À rebours de Joris Karl Huysmans. Je rappelle que vous avez écrit un livre sur ce roman disponible au PUF, mais que vous êtes aussi l'auteur de Gautier, un romantique ironique sur l'esprit de Gautier aux éditions Honoré Champion. Encore un grand merci de nous avoir parlé des fleurs, des roses, des orchidées et des croûtes dans le monde végétal. Tourne-toi. Non. Contre moi. Non. Pas comme ça. Danse. La décadence. Oui, c'est bien. Bouge-toi. Vous écoutez France Culture, il est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Géraldine. Aujourd'hui, Napoléon est-il notre prophète ?
Alors que le débat politique tourne de façon maniaque autour de la loi de 1905 sur la laïcité et qu'un groupuscule de terroristes intellectuels mêlant universitaires ratés, comiques reconvertis dans la peur et essayistes médiocres mais dangereusement ministrables semble en passe de prendre le contrôle de la République, il est peut-être temps d'interroger à nouveau l'une des grandes mythologies religieuses de la France, l'empereur Napoléon. Le plus important événement de l'histoire religieuse moderne, ce n'est pas la loi de 1905, c'est le sacre de 1804. Vous voulez faire de Napoléon le héros de la laïcité. La chose serait tentante, voilà un vrai enfant des Lumières, un bon élève de la méritocratie à la française. Si j'appartenais au printemps républicain, je serais bonapartiste. Mais Napoléon n'est pas Manuel Valls et sa stature déborderait un peu trop mon idéal type de l'homme d'État providentiel. En réalité, les rapports entre l'Église et l'État ont atteint en Napoléon leur dimension critique et l'homme est sur ce point largement irrécupérable. Pourquoi séparer l'Église de l'État quand on peut tout simplement kidnapper le pape pour le convier à son sacre avant in extremis de lui retirer la vieille couronne impériale des mains pour se couronner soi-même? À se demander s'il n'est pas là le véritable 18 Brumaire de Bonaparte et qu'aveuglé par sa carrière militaire et son œuvre politique, on n'a pas su voir que ses principaux coups d'éclat étaient religieux. Le plus spectaculaire, bien avant celui du sacre, c'est quand, après les pyramides et empêché de rentrer en France par la flotte anglaise, Bonaparte se rend en Palestine et envisage de continuer vers l'Est, peut-être jusqu'à l'Inde, comme si il avait un instant hésité entre deux destins, celui de César, le conquérant de la Gaule, et celui d'Alexandre. Mais ce que racontent aussi certains de ses biographes, c'est qu'il se serait alors converti à l'islam. Et c'est soudain un troisième conquérant qui surgit, inattendu et omeyyade, venu par le sud de la Méditerranée pour prendre l'Europe à revers. Le 18 Brumaire, à nouveau, peut nous paraître un peu fade. Le Napoléon que nous connaissons serait une reconstruction républicaine ? Je crois en tout cas qu'il faut suivre Léon Bloy quand il fait de Napoléon une figure majeure de l'histoire providentielle. Enfin, si l'histoire providentielle existe. Mais elle existe presque pour moi et justement grâce à Napoléon, je vais vous raconter comment. Je faisais l'autre jour en courant le tour des églises parisiennes. Il y en a qui sont célèbres comme le Val-de-Grâce, d'autres que personne ne connaît comme celle des franciscains du XIVe, des églises grandes bourgeoises comme Saint-Augustin et les prolétariennes comme Notre-Dame du Travail. Mais la seule devant laquelle j'ai ressenti une expérience véritablement mystique, c'était celle des Invalides, et précisément à cause de Napoléon. J'étais au kilomètre 17, dans un certain état de lâcher-prise, et disposé à croire que le paradis existait. Et aussitôt, je me suis demandé ce que ça ferait, après ma mort, de rencontrer l'empereur. Car Napoléon, pour vous, ira au paradis. C'est certes une question difficile. Mais admettons que oui, et admettons aussi que j'aille au paradis moi-même. Devrais-je témoigner là-bas de la déférence à l'empereur? Mais un monde avec de la déférence n'a plus rien de paradisiaque. Il y aurait eu quelque chose de guindé et d'inégalitaire au paradis. La communion des saints en aurait été empêchée. C'est là que j'ai réalisé que je prenais la question à l'envers et que pour vraiment comprendre le concept de paradis, il était nécessaire d'y admettre l'âme de Napoléon et non pas comme un quelconque prophète, mais comme une âme aussi banalement accessible que les autres. Le paradis, c'est l'unique lieu au monde où le concept d'empereur ou de prophète ne tient plus. Et c'est comme si soudain, j'avais traversé tous les pseudo-mysticismes de la République pour contempler directement le concept brûlant et religieux de démocratie. Merci beaucoup Aurélien. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie ou directement à la page de votre chronique. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Clara de Giovanni, Avril Poignan-Le Goff, Anaïs Isbert, Adèle Van Rett, Lila Bozès et Esther Valancic à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Audrey Guélil. Et bien sûr, sans oublier Vincent Schmitt à la lecture des textes. Les Chemins seront de retour lundi et Adèle Van Rett aussi sera là pour une semaine sur Averroès, philosophe musulman et spécialiste d'Aristote. Car oui, demain, exceptionnellement, vous avez rendez-vous avec Émilie Aubry pour une masterclass avec la philosophe Cynthia Fleury. Quelle chance! Rendez-vous également sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie et sur les réseaux sociaux.
Facebook, Twitter et Instagram pour suivre nos programmes et nous laisser vos commentaires.